expliqué ce que c'était que l'homme quand je l'ai foutu sur Facebook. On y reviendra plus tard, mais c'est quand même un néologisme de Lacan très important. Et le but, c'est de parler finalement de la pratique clinique de Lacan, parce que moi j'en ai tellement entendu sur lui que j'ai envie un petit peu de remettre un peu un certain nombre de choses en place par rapport à cette pratique. Alors, le titre de l'année, ou ce que je développerai sur la chose, c'est « Séance courte et temps du rêve ». Ça peut déjà vous évoquer que on ne peut pas dire à un analysant que son rêve est inanalysable parce qu'il est trop court. Hein, bon, voilà, c'est ça que ça veut dire, en référence au fameux rêve que Freud interprète sur l'histoire du canal. Hein, du canal, hein, vous connaissez peut-être un peu cette histoire, mais je la citerai un peu plus tard. Donc, d'autre part, la clinique psychanalytique est irréfutable. Donc, elle ne peut pas faire preuve de la validité de la psychanalyse. Parce que très souvent, on nous reproche de tenir des discours théoriques complexes, alors que c'est la chose qui est complexe en soi, et par conséquent, des personnes s'imaginent qu'en racontant leur clinique quotidienne, ils vont faire preuve. Eh bien non, c'est le contraire. Et je vous ferai entendre un peu plus tard, peut-être pas aujourd'hui, que Freud a publié 5 grands cas où il s'est trompé, justement. Curieusement, pourquoi a-t-il publié ça alors qu'il a eu ailleurs des succès et qu'il aurait très bien pu faire passer la pommade? Donc il y a quelque chose là à explorer. Donc la psychanalyse n'est pas une science. Hein. Ça a été dit très tardivement par Lacan, en 1978, alors qu'il faisait une marche forcée vers la mathématisation de la psychanalyse et que beaucoup d'analystes n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire aussi que si Lacan dit que la psychanalyse est intransmissible, eh bien, il n'y a plus d'élèves de Lacan. On ne peut plus se dire élève de Lacan, on est obligé chacun de réinventer quelque chose dans notre pratique et de tenter de faire des élaborations qui puissent être échangées avec d'autres praticiens. Donc ce n'est pas une science, mais c'est la pratique d'un discours défini comme étant un lien social qui est du registre de la fraternité. Autrement dit, l'analyste et l'analysant sont frères en tant qu'ils sont les fils du même discours. Et par conséquent, un psychanalyste peut promettre à son analysant qu'il retrouvera dans le parler ce qu'il lui faut de jouissance pour que son histoire continue. C'est-à-dire qu'il va en faire un sujet parlant, et c'est ça la guérison en psychanalyse. Et quand on ajoute de surcroît, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'accessoire, ça veut dire que non seulement le sujet pourra changer le cours de son histoire, mais qu'en plus de ça, il sera guéri. C'est ça que ça veut dire chez Lacan, la guérison de surcroît, et c'est donc quelque chose qui n'a jamais été négligé par lui, puisque ça va permettre à cet analysant de se rendre la vie un peu plus amie. De tous les discours actuels, donc toujours comme lien social, qui règlent la marche du monde aujourd'hui, et tout spécialement le discours capitaliste, dans toutes ses variantes, seul le discours analytique est un lien social à deux. Et c'est donc ce qui va conditionner les modalités de l'entreprise d'une cure. Alors, la cure, c'est un terme évidemment qui est marqué médicalement, donc ce n'est pas une cure thermale, bien sûr, parce que la psychanalyse n'est pas un dîner de gala, pour paraphraser le grand timonier que nous connaissons tous. C'est plutôt comme ça une sorte de curage, de ramonage de cheminée, et l'analyste et son analysant, ils en sortent ensemble. Il faut qu'ils se lavent le visage, mais pas les mains. Voilà, ça veut dire. Ceux qui viennent consulter
un psychanalyste, parce qu'ils souffrent de leur corps ou de leur esprit, pour la plupart, il lui demande n'importe quoi, n'importe comment. L'analyste, contrairement à ce qu'on entend, il n'est pas constitué par son analysant. Il antécède la chose parce qu'il fait l'offre d'un désir. C'est parce qu'il y a l'offre d'un désir, disons sur le marché des savoirs, on peut le dire comme ça, sur le marché des savoirs, que quelqu'un peut être amené à être analysant. Mais alors, il revient à l'analyste de lui répondre, mais lui répondre quoi? Eh bien, c'est ce qui sera élaboré dans ce que l'on appelle les entretiens préliminaires. Alors, ça vous fait résonner le terme qu'utilise Lacan d'une question préliminaire à tout traitement de la psychose. Donc, ce terme est là, ce signifiant de préliminaire, très important pour lui, qui est en réalité, au fond, c'est une rencontre de corps, c'est une confrontation de corps parlants. Voilà ce que c'est. Hein. D'ailleurs, ici, on en a fait un petit peu l'expérience, puisque ce séminaire, nous l'avons souhaité à partir de nos échanges virtuels sur Facebook, pour un certain nombre de gens qui sont ici. Et il est apparu que, pour certains, on avait envie de se rencontrer, et c'est ce qui s'est passé, on s'est rencontrés, on s'est mis à se parler, et évidemment, ça a changé la donne de tous nos rapports. C'est à partir de là qu'un vœu qui est venu, on ne sait pas d'où, de faire un séminaire, donc finalement de travailler ensemble sur la psychanalyse. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place ce séminaire. Et puis Claude Lecoq m'a tiré un peu l'épine du pied parce qu'elle nous a proposé de nous recevoir chez elle, ce qui est tout à fait confortable et rassurant, en tout cas pour moi, parce que je ne souhaitais pas aller mendier à une institution analytique le prêt d'une salle. Pour l'instant, c'est pas mon projet. Alors, c'est quand même probablement une première, ça. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'échanges violents, comme ça s'est passé tout l'été sur le thème de l'autisme, et ça, vous l'avez beaucoup vécu pour certains, mais c'est une première que ça puisse démarrer à partir de Facebook et à partir aussi du web. Constitution qui est donc pas institutionnalisée dans un groupe analytique avec pignon sur rue. Alors, voilà Lacan. Lacan, comment faisait-il? Ben, il faisait comme tout analyste. Ni plus, ni moins. L'aura qu'il avait, en fait, en son temps, était pour lui une difficulté majeure. Et il en était embarrassé comme d'un poisson d'une pomme. C'est pour ça qu'il disait cette chose, une phrase bien connue: le bruit ne convient pas à l'analyste, et encore moins le nom qu'il porte, qui ne devrait pas le porter. On lui donnait du docteur, du professeur, du maître, de l'escroc aussi, hein, même dans sa propre école. Et lui, inlassablement, répétait: je suis un analyste, et tout ce que je vous dis à mon séminaire me vient de ma pratique. Donc ce n'était pas un plaquage théorique sur ce qu'il pouvait faire, c'était le contraire. Je le montrerai plus tard à propos de l'introduction de son fameux nœud borroméen qui explicite très bien la chose. Alors, il insistait toujours sur l'importance de ces entretiens préliminaires qui étaient faits pour mettre en place les conditions de possibilité de l'entrée dans une cure. Parce que même s'il y a une demande explicite de faire une analyse, c'est à traiter comme un symptôme, c'est-à-dire comme une demande qu'il faut élaborer. Après tout, hein, c'est anormal de faire une psychanalyse. Un type que vous ne connaissez ni d'elle ni d'Adam. Hein. Et ce type-là, pour lui, c'est la même chose vis-à-vis de vous.
et qui va vous inviter à lui dire tout ce qui vous vient à l'esprit, sans choisir, sans réfléchir, sans chercher à comprendre et sans préparer à l'avance. Et s'il sait y faire, vous allez comprendre que tout ce que vous dites, de votre vie quotidienne aussi, ça a de l'importance. Alors évidemment, un type qui vous prend comme ça, vous pouvez que l'aimer. Hein. Ça ne peut pas être autrement, parce qu'on en rencontre très rarement dans l'existence. Évidemment, c'est un sentiment d'amour qui est un peu mêlé d'angoisse, parce que malgré tout, vous percevez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas si simple à mettre en place. Dans ces entretiens préliminaires, il y a 3 étapes. Alors, je vais les nommer d'une certaine façon aujourd'hui, mais ça va être mis en parallèle plus tard, dans une autre séance, avec les fameux temps logiques que Lacan a longuement développé tout au long de son séminaire, qui sont l'instant de voir, vous êtes quelque part, l'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Dans une situation où vous jetez un coup d'œil, vous comprenez ce qui est en train de se passer, vous prenez une décision, par exemple de vous barrer le plus vite possible parce que il se passe quelque chose de grave et qu'il vaut mieux éviter la chose. Bon. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle rectification des rapports du sujet au réel. Alors ne dites pas, parce que ça, on l'entend souvent chez les millériens, je vous le dis tout de suite, c'est pas rectification du sujet, parce que rectification du sujet, c'est autre chose, vous l'entendez bien. Rectification des rapports du sujet au réel, entendez bien aussi qu'au moment où Lacan sort cet énoncé, il ne fait pas très bien la distinction entre réel et réalité. C'était au début de son enseignement, c'est pas encore très clair tout ça. Hein. Et c'est en correspondance avec la difficulté que Freud a avec la réalité psychique et la réalité matérielle. Donc on est dans ces eaux-là. Et au fond, cette rectification des rapports du sujet au réel, c'est ce que fait Freud avec Dora. Dora vient le voir, elle se plaint de quoi? Elle se plaint que dans le menuet, on peut dire ça, à 4 qu'elle mène avec son père, Madame K, la maîtresse de son père, et Monsieur K, le mari de Madame K, donc Madame K est la maîtresse du père de Dora. Dora vient se plaindre à Freud que son père est en train de la fourguer à Monsieur K parce que ça l'arrange dans sa relation avec sa maîtresse. Donc elle se plaint de ça. Et Freud l'écoute, et puis finalement, il dit au fond, c'est ça qu'il vous dit, il dit, ce désordre du monde que vous dénoncez, en fait, vous en participez, quoi, hein, vous y êtes. Évidemment, ça produit chez elle un effet de subversion dialectique, si vous voulez, puisque ça la renvoie à sa propre vérité. Ça, c'est une référence de Hegel, ça. Quand Hegel parle de la belle âme, de la révolte de la belle âme, et Dieu sait si on envoie des commentaires et des posts sur Facebook et ailleurs, dans les journaux, dans les télévisions et à droite, de gens qui sont en train de dénoncer les malheurs du monde et qui vous invitent à signer toutes les pétitions possibles et imaginables, y compris d'envoyer le chèque si c'était possible en plus. Et ben voilà, hein, c'est ça qu'il dit, c'est que vous en participez, vous collaborez. On collabore, voilà. On n'y peut rien, mais on collabore. Alors, un autre aspect de rectification des rapports du sujet au réel, c'est le fameux prix des séances. Avec Lacan, ça venait tout de suite. Ça venait tout de suite. Moi, dès la première séance, il m'a demandé, comme ça, combien pouvez-vous payer parce que je ne voudrais pas trop grever votre budget. Je vous avoue que moi, ça m'a un peu choqué, quoi, même vexé d'une certaine façon, parce que j'étais très bien habillé, et je me demandais comment il pouvait avoir une compassion devant la douloureuse existence que j'étais en train de mener. Enfin, en tout cas, j'avais quand même un peu prévu le coup. Et pour faire bonne mesure, j'ai sorti un billet qui était à l'époque, comme d'aujourd'hui, c'est 10 €, quoi. Il l'a chopé comme ça, il l'a mis en boule dans sa poche, on voyait bien que c'était pas ça la question pour lui.
Mais enfin, il a tapé quelque part qui me touchait profondément. Lacan, en fait, était très gentil avec les femmes. Très gentil avec les femmes, plus qu'avec les hommes. Il faut dire qu'il en avait vachement besoin, parce que si lui, il prétend avoir sauvé Freud du discrédit, ce sont les femmes qui ont permis à Lacan de s'arracher justement à la mathématisation forcenée de la psychanalyse. Alors ça, vous le repérez très bien dans le séminaire, c'est-à-dire que quand on lit le séminaire, ou pire, ça devient absolument effroyable, il y a des formules mathématiques, il y a la série de Fibonacci, enfin il y a tous ces trucs très complexes, et d'un seul coup, ça s'arrête avec son texte L'étourdi, qui est le dernier grand texte, disons, mathématisé de Lacan. Il y a Anguille sous roche avec les formules de la situation. Je donne des petits repères comme ça. Les retenez pas, vous les retrouverez petit à petit. Et il arrive dans le corps et il se met à parler de quoi? De la jouissance féminine qui échappe radicalement à la mathématisation, comme dans les formules de la sexuation. Les formules de la sexuation côté homme, ce sont des lois mathématiques, et côté femme, ce n'est pas de la mathématique. Même si beaucoup d'analystes s'imaginent que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, ces femmes, plusieurs d'entre elles m'ont raconté, parce qu'on se parlait entre nous, hein. Vous savez, les analysants, ils n'ont pas à se méfier les uns des autres, ils sont amis. Hein. Les analysants, ils sont amis. Moi, j'ai fait cette expérience, on était amis. On se parlait, on se retrouvait au café, et qu'est-ce qu'il t'a dit, et qu'est-ce que je lui ai dit, et qu'est-ce qu'il m'a dit, et qu'est-ce qu'il m'a fait, et tout ça. On avait tout ça, c'était un melting pot de toutes les histoires, comme ça. Hein. Alors, à l'époque, ça fonctionnait bien, maintenant c'est devenu des ragots, on fait des livres avec ça. Évidemment, vous, quand vous lisez les livres où on vous raconte les paroles de Lacan, comme ça, vous n'êtes plus de la chapelle, et vous dites, les gens se disent, c'est un charlatan, c'est un escroc, quoi. Hein. Ça n'a pas du tout la résonance que ça avait à l'époque. Eh bien, c'est vrai que moi aussi, je l'ai constaté dans ma pratique, il y a beaucoup de femmes qui viennent sans argent. Souvent, ils n'ont pas d'argent sur elles. Ben c'est un calcul, ça. C'est un calcul. Elles n'ont pas d'argent sur elles. Elles viennent pas d'argent, elles n'ont pas d'argent. Déjà à la première séance, et souvent elles n'ont pas d'argent. Les hommes en général, ils ont la trouille et ils viennent avec de l'argent parce qu'ils n'ont pas envie. Bon, ça a toujours été que lui, inflexible sur la question de l'argent, il avait fixé dès les premiers temps, leur disait comme ça, il faisait la manche. Vous savez, ce geste. Maintenant, cette expression, je crois, elle n'existe plus. Hein. On m'en dit, mais avant, on faisait la manche. Tout le monde faisait la manche à un moment donné. Et il leur disait, vous n'avez pas quand même un petit quelque chose à me donner, comme ça? Alors, évidemment, un peu, c'était répété souvent, ça. Et il allait leur dire, vous me donnez un petit quelque chose, et puis vous me donnerez la suite après. Et puis, comme des fois, ils disaient, mais non, j'ai rien, il leur faisait vider leur sac sur son divan, hein, pour aller fouiller un peu, s'ils ne trouvaient pas une petite pièce. Là, les premiers temps, les entretiens préliminaires, ce que je vous ai donné. Ça veut dire qu'on commence à mettre, celui qui vient vous demander quelque chose, on commence à le mettre au parfum. Hein. Au fond, une cure, ben oui, il va falloir payer, parce que c'est un travail. Donc il va falloir payer. Hein. Le deuxième temps des entretiens préliminaires, alors, bon, j'ai découpé ça en temps. Et comme ce sont des séquences subjectives, évidemment, ça se télescope, ça se noue, ça fait des retours, ça fait des boucles. Hein. Enfin bon, il faut quand même pour des raisons de commodité d'exposer, on est obligé d'écarter un peu les choses pour comprendre. C'est ce qu'on appelle, en gros, si vous voulez, l'installation ou la constitution du transfert. Si je viens consulter un analyste, c'est bien parce que je lui suppose un savoir, comme quand on va voir un garagiste d'ailleurs. Un tel garagiste, il a un vrai savoir, on ne le lui suppose pas. Enfin, celui-là, l'analyste, on lui suppose un savoir. Ce que Lacan appelle dans son rude langage, le fameux sujet-supposé savoir. Alors faites attention parce que ça, c'est une formule qui est un piège. Ce qui est supposé, ce n'est pas le sujet, c'est un savoir. Il y a un savoir supposé. Parce que quand même si vous allez voir quelqu'un à qui vous supposez un savoir, vous savez très bien qu'il ne connaît rien de votre vérité
Et vous pouvez lui raconter tous les bobards que vous voulez, et vous comprendrez qu'il dépend de ce que vous êtes en train de lui dire. Hein? Il est bien obligé de suivre ce que vous lui dites pour pouvoir fonctionner comme analyste. Alors, qu'est-ce que l'analyste sait, au fond? Ben, disons qu'il ne sait pas grand-chose. Hein? Il ne sait pas grand-chose, mais il est assuré d'une chose, quand même, qu'on sait, c'est que vous avez beau mentir à plein tuyau, vous dites toujours la vérité. Hein? C'est comme ça. Épiménide le menteur, c'est ça. Hein? L'histoire d'Épiménide le menteur. Alors voilà, saisissez la situation où, pour certains, enfin moi je me suis trouvé comme ça, je me disais comment, moi, pauvre con, qui ne supporte même pas mon nom propre, qui opère souvent de façon anonyme ou avec un pseudo, dans les journaux, dans les forums, à droite à gauche, je vais voir un type qui va me prendre en considération et qui trouve très très important et très intéressant toutes les fariboles que je lui raconte. Et comme j'en ai jamais rencontré un comme lui, ben je me mets à l'aimer, hein, je l'aime. Mais là, soyez attentifs. Hein. Le transfert, il est à prendre dans son sens originaire, c'est-à-dire économique. C'est un transfert de fonds. Mais attention aussi, là, il y a un autre piège. C'est pas que sur l'argent que ça joue. D'autant plus qu'un analyste, il n'y a pas de tarif. On appelle ça des honoraires, même avec la sécurité sociale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des dépassements d'honoraires autorisés par la sécurité sociale et que les médecins qui ne se prennent pas pour n'importe qui, en général, ils mettent la gomme sur les dépassements d'honoraires. Pourquoi? Ce n'est pas forcément par avidité du gain, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la relation médecin-malade, analyste-analysant, quelque chose qui dépasse le contrat social. Et qu'il y a une pente liée à la structure qui surdétermine cette relation, qui fait que il faut payer, quoi. Il faut payer d'une certaine façon, il faut payer avec sa peau, il faut y mettre de sa peau, il faut y mettre de son réel, et on demande aussi à l'analyste d'y mettre quelque chose de son réel, et que ça n'a pas de prix. Il ne faut pas parler de paiement symbolique, comme on parlait d'auto à l'époque, c'est un paiement réel. Vous savez, elle disait, ajouter une petite pièce à la fin, on demandait à l'enfant d'amener une petite pierre ou un petit dessin, ça ne colle pas ce truc, c'est un paiement réel. Voilà. Et il a un sens de réel. La dette symbolique, elle est insolvable, donc on ne peut pas la fixer. C'est pour ça d'ailleurs que dans les tribunaux, on parle du franc symbolique de dommages et intérêts. Il faut bien marquer que c'est une fonction autre que le pur symbolique d'ailleurs. Hein. Alors, ce qui se transfère au fond, c'est un savoir, autrement dit, des signifiants. Des signifiants de la langue. Et après tout, ces signifiants n'appartiennent à personne. Il y a un transfert de savoir de l'analysant vers l'analyste, et il y a un transfert de signifiants de l'analyste vers l'analysant. Et en plus de ça, l'analyste reconnaît la vérité du côté de l'analysant. Donc, entre eux, disons que se constitue un hybride, on va appeler ça comme ça, une sorte d'être hybride, une sorte de couplage, entre d'un côté un être de vérité, qui est du côté de l'analysant. Alors, je vous donne la petite formule mathématique, mais vous n'avez pas besoin de la retenir. Vous mettez un petit a en haut, une barre de fraction, et en dessous, vous mettez S2. Alors le petit a, c'est l'être de vérité, comme ça, c'est désigné par une lettre, et en dessous, c'est S2, ça veut dire qu'il y a un savoir inconscient. Ça, c'est du côté de la vérité, ça. Et puis, d'autre côté, eh ben, il y a un être de savoir, ce fameux sujet supposé savoir, qui est du côté du sujet barré, hein, qu'on écrit comme $, d'ailleurs, quand on tape à la machine,
Et vous avez la constitution là d'une petite machinerie mathématique, mais on n'a pas besoin de la retenir aujourd'hui. C'est simplement pour déplier la chose entre cet être de vérité qui revient à l'analysant et l'être de savoir que l'analyste est censé supporter en étant, lui, justement, opérant comme interprétant. Hein. Et ce couplage, qui est réciproque d'une certaine façon, parce que c'est là-dessus que ça se joue, fait dire à Lacan que l'analyste, en fait, il institue l'analysant comme, bien entendu, détenteur du savoir, un savoir insu, mais il est du côté de l'analysant, le savoir. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça va très loin dans la définition de Lacan, parce qu'il va dire que le transfert, c'est celui de l'analyste. Du coup, vous comprenez, les notions de transfert contre transfert, ça ne tient pas la route, parce que je sais bien qu'il y a des écoles qui parlent de transfert et contre-transfert, mais il n'y a pas besoin. Le transfert, c'est ça. C'est un hybride qui fonctionne comme un mouvement de on ouvre la porte, on ferme la porte, on ouvre la porte, c'est les moments d'ouverture, de fermeture, d'attention. Par conséquent, le transfert n'est pas un moyen dans la cure, c'est un résultat. Que l'on obtient dans le dispositif analytique, c'est un transfert de signifiant. C'est ça qu'on obtient dans la lecture. Le seul moyen dans l'analyse, c'est la parole. Dans la parole, dans le champ du langage où l'on opère. C'est le seul moyen. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut dire que dès qu'on adresse une parole à quelqu'un, il y a transfert. Transfert de signifiant. Cependant, évidemment, la psychanalyse avec Freud a fait main basse sur un certain nombre de termes qui existaient avant lui. C'est une règle de toute discipline, d'ailleurs. Le mot transfert et pulsion sont devenus des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Et maintenant, quand on en parle, immédiatement, tout le monde sait qu'il s'agit de la psychanalyse, même si c'est utilisé à tort et à travers. Ce sont des signifiants qui induisent des significations psychanalytiques. Évidemment, il y a des définitions à donner quand même, malgré tout, puisque ça devient des concepts. Alors, bien entendu, là, j'ai parlé du transfert comme étant du côté du symbolique, du côté du signifiant. Qu'est-ce que deviennent les affects de tout ça? Alors ça, c'est simple comme bonjour, hein, contrairement à ce qu'on pense. Quelqu'un à qui vous supposez le savoir, et ça vous le faites tous les jours, vous l'aimez, mais vous pouvez aussi bien le haïr ou vouloir l'ignorer absolument. C'est pour ça que Lacan a forgé un néologisme très parlant qu'il appelle l'énamoration, avec un H. C'est tardif, mais c'est un néologisme qui fonctionne très bien. Les affects qui accompagnent le transfert nécessairement ne sont pas à confondre avec le transfert stricto sensu. Au contraire même. Hein, au contraire. D'abord, une chose, les affects ne sont jamais refoulés. C'est clair, c'est dit dans Freud explicitement. Quand ce sont les représentants de l'affect, c'est-à-dire des signifiants, qui eux sont refoulés, et l'affect part à la dérive et va trouver à s'accrocher à d'autres chaînes signifiantes. En particulier, il suffit d'un mot pour que l'amour se transforme en haine, ou la haine en ignorance. Enfin, ça, c'est des expériences quotidiennes pour tout le monde. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et sur le plan des affects, Freud, il a été très clair. Hein. Il a découvert tardivement le transfert. Plusieurs années après avoir commencé ses premières cures, et il a rencontré justement l'amour de transfert comme étant un obstacle à la cure, pas du tout comme un moyen. C'est aussi difficile d'ailleurs de mener une cure avec quelqu'un qui vous adore, qui vous aime, qu'avec quelqu'un qui vous déteste, qui vous haït et qui vous désuppose de votre savoir. Bon, évidemment, quand il rencontre quelqu'un qui est capable de tenir le coup devant quelqu'un qui se prête comme tenant-lieu, parce qu'il se prête vraiment, il se traite comme tenant-lieu de celui qu'on hait ou de celui qu'on ignore, et bien on y reste parce qu'on a envie de lui cracher le morceau jusqu'à la fin, quoi, pour lui faire la peau. Donc c'est pas plus difficile de travailler avec des gens comme ça. On n'a pas besoin de faire confiance en l'analyste. Hein.
L'analyste, il n'est pas là pour qu'on lui fasse confiance, il est là pour rendre compte à son analysant, dans sa pratique, dans sa façon d'intervenir, qu'il tape au bon endroit. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Alors, Freud, sans la moindre hésitation, dit que l'amour de transfert, c'est pas un amour artificiel. Ce n'est pas un amour artificiel projeté sur l'analyste comme l'avatar de ce qu'auraient été les figures parentales et qui reproduirait dans la cure des événements traumatiques du passé. C'est quelque chose, c'est un amour réel qui se constitue dans la cure et qui permet de faire fonctionner la répétition. Alors, la répétition, c'est quelque chose qu'on déploiera peut-être plus tard. La répétition, quand on répète, c'est toujours différent, puisque sinon ça ne serait pas une répétition. Et quand on répète, il y a toujours du nouveau dans la répétition. Vous avez beau mettre des traits de bâton sur un mur, ils sont semblables mais ils sont différents. C'est ça là, ce qui se passe. C'est pour ça que dans la cure, les affects ont une fonction de possibilité d'amener du nouveau. De toute façon, l'intérêt de l'affaire, puisque dans le transfert il y a le signifiant c'est bête. C'est tellement bête qu'il faut encourager les analysants à dire des bêtises. Hein, parce qu'à force de répéter des bêtises, on fait émerger quelque chose, une solution, à travers des signifiants qui viennent, une solution pas si bête. Ce qui fait qu'au fond, l'interprétation de l'analyste, elle est spécialement conne. La réponse de l'analyste à son analysant, c'est assez bête, quoi, en fin de compte. Mais enfin, ça change le cours des choses. Hein. Donc, l'amour de transfert, c'est un amour réel, la haine aussi bien, et l'ignorance également. Puis après tout, l'amour, l'ignorance et la haine, ce sont des passions de l'être. Et la cure, également, n'est pas là pour tamponner les passions, au contraire, elle les exacerbe. Plus on avance dans une analyse, et plus on peut la mener à son terme, et plus on est franc dans le rapport qu'on a à ses propres affects. On peut haïr franchement quelqu'un, c'est un autre sens d'ailleurs que ordinairement, parce que la haine ne s'adresse pas au semblable, elle s'adresse à l'être même de celui qui en est pris. Puisque les passions, ça passive, c'est ça au sens originaire du terme. Comme l'amour, on ne se trompe pas d'objet, hein. On vise autre chose avec l'amour, et l'ignorance aussi. Hein. Donc ce sont des passions, voilà. Et les analystes, ben, ils sont pris aussi là-dedans, c'est pas par hasard que ils se canardent à longueur de temps, mais c'est quand même, ça fait partie du jeu, quoi. On ne va pas porter plainte devant les juges, c'est un peu bête, quoi. Alors, je reprends cette histoire de couplage. Cette division entre l'être de vérité et l'être de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ces entretiens préliminaires, il faut constituer ce qu'on appelle le symptôme analytique. Alors ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais je vais vous le dire. Si vous partez dans les entretiens préliminaires à vouloir faire des diagnostics sur les gens qui viennent vous voir, vous êtes foutus. Les diagnostics nosographiques sont peut-être intéressants dans d'autres champs, pourquoi pas en psychiatrie, mais ça n'a aucun intérêt dans l'étude, aucun intérêt pratique. Pourquoi? Parce que vous le remarquerez, les gens qui opèrent de cette façon-là, ils finissent par appuyer sur des boutons. Avec l'hystérique, on fait comme ça, avec l'obsessionnel, on fait comme ça, avec le psychotique, on ne prend pas en analyse. Or, vous avez affaire à un sujet parlant, vous le faites advenir, celui-là qui venait vous voir, vous le faites advenir, c'est quand même la visée, à être un parlant, un parlette, comme l'appelle Lacan, et bien entendu, il faut pouvoir le mener là-dedans, et pas du tout le bloquer dans des grilles qui vous encombrent. Hein. Donc, constitution du symptôme analytique. Concept, on ne l'a pas dit vraiment, mais c'est un concept fondamental aussi de la psychanalyse.
Alors, une jeune femme vient me consulter. Elle se présente. Je suis anorexique. Là, on peut dire que ça fait signe, c'est évident. C'est une évidence corporelle. Médicalement parlant, c'est devenu un symptôme, comme ils le disent. L'être anorexique vient vous voir comme l'être psychosomatique, comme l'être alcoolique, comme tout ce qu'on peut imaginer, le toc-toc et compagnie. Et évidemment, moi je lui dis oui, bon d'accord, et je vous le présente un peu comme ça pour des raisons de commodité, je lui dis prouvez-le-moi. Je ne le dis pas explicitement comme ça, mais ma façon de l'entendre, c'est de lui dire prouvez-le-moi que vous êtes ce que vous venez de me dire. Ce qui vous dit je veux être moi-même, je voudrais savoir qui je suis. Alors là, elle est absolument sidérée. Elles sont malines, ces femmes-là. C'est la première fois qu'on me demande un truc comme ça. Dubitative, elle me regarde les yeux écarquillés, je m'en souviens encore. Elle me dit, mais vous êtes sûr que vous êtes un psy? Ça alors, il faut que je vous explique. J'ai dit oui, il faut que vous m'expliquiez. Bon, alors, me dit-il, je vais vous le dire le plus clairement possible pour que vous compreniez. Vous êtes sûr d'être psychanalyste? En réalité, me dit-elle, on me fait faire des cures répétées dans des cliniques spécialisées dans les troubles du comportement. En 2 mois, je prends entre 10 et 15 kilos, donc je suis guéri, je sors, je suis suivi par un psychiatre que je vois tous les mois, qui me prescrit des antidépresseurs, j'ai une nutritionniste qui me prépare mes menus de la semaine, et au bout de 6 mois, je retrouve mon poids d'aujourd'hui, 30 kg pour 1,75 m. Donc, 6 mois, elle repère tout ce qu'elle a gagné dans la clinique. Et alors, bon, comme je l'ai invitée à parler, elle est très contente, elle continue, elle me dit, en fait, ce n'est pas vrai que je mange rien. La nuit, je vais dans le frigidaire, que ma mère a bourré, bien entendu, à craquer, je prends 2 yaourts, bio forcément, une tomate, je bois 2 litres de Vittel, comme ça j'ai pas faim, j'ai plus faim. Et en plus, je sors du frigidaire 2 plats cuisinés par la nutritionniste, je les mets dans mon sac et dans la journée je les fous dans une poubelle. Et alors moi je lui dis, mais alors pourquoi vous mangez rien en cachette? Alors là, elle vacille, elle me dit, mais ça je sais plus, je sais pas pourquoi, effectivement. Pourquoi je mange rien en cachette? Alors vous voyez ce qui s'est passé là, incitamment, petit à petit, il y a eu une adjonction de signifiant. C'est-à-dire qu'un mot qui voulait dire autre chose prend une valeur signifiante. Là, ça fait une accroche. Elle ne le sait pas, elle entend, puisqu'elle répond sur ce registre-là. Et donc elle se dit, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est comme ça que se constituent les symptômes analytiques. Autrement dit, le sujet se plaint de quelque chose dont il souffre, donc il n'est plus identifié comme être à ce qu'on disait de lui, mais il a quelque chose qui cloche, dont la cause est à trouver. C'est comme ça que se constitue le symptôme analytique. C'est donc un montage, un couplage entre savoir et vérité, et on sait quand même que depuis Aristote, il n'y a de cause que ce qui cloche. Par conséquent, il y a toujours une béance entre une cause originelle et les effets que l'on voit dans les manifestations symptomatiques des gens qui viennent nous voir. Donc vous voyez déjà les histoires de famille, les machins comme ça, ça peut peut-être s'estomper par rapport à un réel qui revient toujours à la même place, parce que c'est ce fameux réel qui revient toujours à la même place. On peut imaginer, comme ça se passe dans la psychologie, qu'il y a eu des scènes traumatiques, mais elles ne sont pas traumatiques pour tout le monde. Il y a des gens, un rien, ça les traumatise, et d'autres, ils ont eu des histoires
effroyable, et ils s'en sortent frais comme des gardons. Donc c'est pas du tout, chacun réagit comme il peut, en fonction de la façon dont il a attrapé les choses, et surtout des signifiants. Hein. Comme le disait Lacan, on est des traumatisés du malentendu. Il n'y a pas de traumatisme de la naissance. Malentendu, du malentendu. Donc, cette femme qui était fixée par un signe médical, à savoir l'anorexie, avec tout ce que ça suppose comme traitement, elle arrive à le constituer dans les entretiens préliminaires en symptômes. Et par conséquent, dans le travail qu'on a fait, on passe à son montage comme étant une métaphore, c'est-à-dire une structure langagière. Il y a un réel, bien sûr, mais c'est quand même ça que ça a donné comme effet. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Il y a un montage, on peut en parler. Et là, on passe justement, c'est le moment où on passe de la confrontation des corps, c'est-à-dire du corps à corps, on passe au plan du discours. Et c'est là que le sujet entre en analyse, s'il le veut, parce que cette analyse aura été décidée par la structure qui la motive, qui motive la cure, hein, parce que ça a été mis en place dans le cadre d'un lien social de discours. Vous voyez tout l'enchaînement des choses qui se sont faites, et où chacun a sa part dans cette affaire-là. Bien entendu, c'est pas forcé de mettre immédiatement quelqu'un sur le divan. On peut commencer à faire un travail analytique, même des fois sur un temps assez long, en face à face, parce que les sujets sont fragilisés par ça. Mais c'est vrai que le passage au divan a pour fonction finalement d'écarter la vision et bien entendu de faire émerger le regard. Le regard comme objet de la pulsion scopique, très, très important. Alors, bon, là je pense que je vais en rester là des entretiens préliminaires. J'ai parlé longtemps, très longtemps même peut-être. Donc ça va. Je vais en rester là, parce que c'est un seuil pour la suite. Simplement pour vous dire que ceux qui venaient consulter Lacan, et c'est pour toute analyse la même chose, ils étaient mis au parfum de ce qui les attendait s'ils allaient voir cette analyse-là. Hein. On n'était pas obligé d'y aller. Lacan ne disait jamais qu'il était l'analyste. Il disait qu'il était un analyste. Et c'est pour ça, parmi d'autres, et c'est pour ça qu'il a créé une école freudienne de Paris, pour la psychanalyse. Bon, bah écoutez, il ne faut pas comprendre trop vite. Parce que si on comprend trop vite, on pique du nez dans le sens, donc dans la mousse religieuse, et on n'avance pas. Donc je laisse ça en suspension, puis j'espère pouvoir répondre à vos questions, et j'arrête mon exposé là. Merci Patrick. Je fais partie de ceux qui n'ont pas compris trop vite. Donc ce que je souhaiterais là maintenant, c'est qu'on puisse... comment dire, inventer quelque chose à partir de ce risque que tu as pris de vouloir nous ouvrir non seulement à ce que tu as vécu, mais aussi à ce que tu as compris et que tu continues de comprendre de ta propre analyse, et voilà, et à travers tes patients et les lectures de Lacan. J'aimerais bien, enfin, c'est pour ça aussi que nous avons ouvert ce lieu, j'aimerais bien qu'on puisse justement s'exprimer assez librement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites pour lesquelles moi j'aimerais reposer des questions, oui. J'aimerais avancer, je suis assez d'accord sur le fond, mais il y a eu des précisions données qu'il faudrait que je retravaille. J'étais, moi, comme je t'ai dit quand on s'est vu tout à l'heure, j'avais le trac. J'ai jamais le trac quand je parle à une conférence, moi. Ça ne me gêne pas du tout. J'avais le trac aujourd'hui. Et je crois que, bon, tu m'as dit, c'est à cause du désir. Hein. Il faudrait qu'ici, nous puissions nous avancer comme souvent on ne peut pas le faire dans les lieux plus institués. Hein.
et qu'on se mette à poser des questions à notre façon, avec nos mots, parce que je pense que il y aurait en écho là quelque chose qui a été dit. Mais moi j'en ai besoin. Hein. Voilà. Donc, on vous demande de parler à votre façon. Maintenant, peut-être à partir de ce qui a été entendu, bien sûr, mais peut-être aussi à partir de ce qui n'a pas été entendu directement comme ça, mais entendu autrement. Voilà, pour chacun d'entre vous. Donc, bon, peut-être que nous puissions prendre le risque que tu as pris, hein, en avançant comme ça aussi dès aujourd'hui, avec comme ça des réflexions. Mais c'était difficile ce que j'ai dit? C'était déjà très très bon, à mon avis. À mon avis. Oui. Hein. Il y a 2-3 éclaircissements. On peut y aller? Oui, Au oui, contraire, c'est comme ça. C'est ce que j'avais compris. À un moment donné, bon, c'est sur les 3/4 d'heure de ton intervention, j'ai noté des choses que je n'ai pas bien saisies. L'analyste fait l'offre d'un désir. Oui. Ça, c'est une chose. Autre chose est la patience passive. J'aimerais bien, si tu voulais bien y revenir. Oui. Et puis ta conclusion sur l'évitement de la vision, faire émerger un regard, et puis ce lien avec la pulsion scopique. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas extrêmement familières et qui passent en formule. J'aime bien poser des questions quand ça ne m'est pas clair. Alors, il y a trois trucs. Là. Il y en a 3 là. Je réponds tout de suite. Bon, quand tu veux. Alors la première, oui, enfin, je sais pas, la première c'était, redit. L'analyste fait l'offre d'un désir. Bah, oui, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. On peut prendre Freud, il a inventé la psychanalyse tout simplement parce qu'il n'a pas suivi Charcot et compagnie, ni les hypnotiseurs, ni tout le reste. Il n'a pas suivi non plus Breuer, il n'a pas suivi tous ces gens-là. Il a, à un moment donné, avec une patiente qui a lui elle-même nommé la chose Talkingur, et Freud, avec cette histoire du regard, il disait qu'au fond c'était plus commode aussi pour lui de ne pas avoir le regard de la patiente sur lui. Il le disait comme ça, mais évidemment il ne disposait pas lui forcément de la construction disons lacanienne de la pulsion scopique, où il y a une schise entre la vision et le regard, qui existe très bien, repérée par les peintres de la Renaissance sur la perspective. C'est là que ça se repère. Le tableau de... L'anamorphose. Oui, non, le tableau de Velázquez, les Ménines, est une illustration parfaite de la schise qui est entre la vision et le regard. Donc c'est aussi un élément important, peut-être que je suis allé un peu vite là-dessus. Mais ce n'est pas l'essentiel, l'histoire du regard. Alors l'offre d'un désir, ben, c'est ça, c'est qu'il a inventé une machinerie telle qu'on s'est adressé à lui. Des gens qui n'avaient plus de recours ailleurs. Très souvent d'ailleurs, même aujourd'hui, les gens ils viennent en dernière extrémité chez les analystes. Maintenant on voit des gens qui ont été entre les mains de psychiatres pendant des années, qui ensuite étaient voir des comportementalistes, des sexologues, tout ça. Et puis, en dernier recours, ils viennent, ils sont au bout du rouleau, et puis ils viennent voir quelqu'un qui fait l'offre d'un désir, celui que j'ai essayé de pointer comme étant, il y a quelque chose à construire ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on monte ce couplage, il va falloir mettre en place un discours, un lien social. Je ne vous prends pas pour un malade, je ne dis pas vous êtes ça, ça et ça, parce que ça il le sait, on lui a dit, on va nouer un lien social qui est un lien social à deux. Avec le risque, forcément, comme c'est à deux, c'est un lien un peu autistique aussi. Il y a ce danger-là. C'est pour ça que j'ai séparé. Un lien autistique, c'est-à-dire à deux, on fonctionne à deux, et puis c'est la moulinette, quoi. Tout marche bien entre nous, c'est l'amour, c'est la haine, et puis ça reproduit. Simplement, j'ai oublié de le préciser, peut-être que ça m'a échappé, c'est que l'analysant, il n'est pas en couple avec l'analyste. Il y a un couplage analyste-analysant, ce que j'ai cité au niveau du symptôme être de vérité et être de savoir, mais l'analysant, il est lié, il est branché sur ce couplage. Et c'est à l'analyste de lui laisser le champ pour pouvoir le faire. Alors, le désir de l'analyste, c'est un désir de laisser au sujet la place de pouvoir essayer d'exprimer le sien. Il antécède. Donc c'est pas, on n'est pas analyste parce qu'on a des patients, parce qu'on entend souvent ça des gens.
qui vous dit j'ai des patients, je suis analyste. Ça se déclare partout, partout. Non, ça se constitue parce qu'il est analyste. Et c'est pour ça qu'on peut entrer en analyse. Donc les gens qui veulent faire une analyse, tôt ou tard, ils finissent par trouver un analyste. Même s'ils sont obligés de temps en temps, compte tenu de l'offre sur le marché, ils le trouvent, l'analyste. Ils peuvent le trouver. Pas toujours. Enfin, je crois qu'il faut vraiment vouloir. Hein. Voilà, j'ai insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, une cure, ça s'entreprend que si on a vraiment le désir. Donc il faut rencontrer aussi un analyste qui soit capable de vous pousser dans vos retranchements au cours d'entretiens préliminaires. Donc les entretiens préliminaires peuvent très bien se boucler par le fait qu'on ne fait pas de cure, c'est-à-dire que le sujet s'y retrouve un peu aussi. On ne l'emmène pas dans un processus comme ça, flou. Il peut sortir de là en disant ben non, je ne veux pas faire de cure. Enfin, c'est pas dit aussi clairement que ça, mais c'est ça. Ben finalement, non. Puis maintenant, je vais bien, au bout de. C'est vraiment psychothérapeutique. Ça peut arriver. Oui, ben ça va bien. Vous avez filé la bonne pichenette, et puis hop, ça peut arriver aussi, ça. Hein. Ce serait la partie psychothérapeutique de la psychanalyse. Hein. Voilà. Cette partie-là. Donc on est attentif dans les entretiens préliminaires. Hein. J'ai l'impression que souvent l'analyse commence après. Elle est commencée oui. Même avant qu'ils viennent. Oui, je sais. C'est toute la question, oui, bien sûr. Ça n'éclaire pas sur la patience passive. Comment? La passion. C'est la définition de la passion, c'est passivant. C'est passivant. Regarde, les gens amoureux, il faut voir ce qu'ils font. Hein. C'est une catastrophe. Subjectif, j'entends. Hein. D'ailleurs, on dit le coup de foudre et on dit tomber amoureux. C'est une chute quand même. La haine, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on tombe pas, la haine, on dit pas je suis tombé de haine. Hein. Là, elle est active. Là, ça passive pas. Si, elle est passivante un peu quand même, parce que il ne faut pas se tromper d'objet. Lacan le décrit comme un sentiment parmi les plus lucides. Parce que, attention, lucide, il faut voir si on n'est pas capable de supporter une vraie haine. Une vraie haine. Si elle s'adresse à une personne, c'est une erreur. Et ça passe petit à petit parce que ça vous encombre d'avoir... Elle n'a pas d'objet en dehors de l'être propre du sujet. C'est son propre être qui est là, ce qu'il y a en lui-même qui est haïssable. Et ça, en ce sens-là, ça peut emmener quelqu'un très loin dans sa propre avancée. Hein? Sade, je suis désolé, je peux le dire comme ça, Sade le dit très bien, cette chose-là. Il dit, mais moi, il a écrit, je n'ai jamais fait subir les tourments que j'inflige à mes personnages dans mes romans. C'est-à-dire que lui, c'est parce qu'il est allé là-dedans, il n'a pas été dupe de son fantasme, il est vraiment allé au plus loin possible. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette efflorescence d'une littérature qui est quand même assez fabuleuse, d'une certaine façon. Il a passé 40 ans en prison, quand même, en Bastille. Ça, c'est l'expression de quelqu'un. On voit. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose de lucide, à condition de reconnaître ce que ça vise. Quant à l'ignorance, évidemment, c'est un peu. Ça perd, hein, le sujet. Hein. On se perd dans l'ignorance. Alors, il faut faire la distinction entre l'ignorance crasse, comme il y en a beaucoup, et l'ignorance calculée. Quand Freud parle de la Lion analyse, par exemple, alors on a traduit ça par analyse profane. Mais on ne profane rien dans l'analyse que c'est cette histoire. On ne profane pas. Par contre, il faut que l'analyste soit capable de retenir ce qu'il sait, parce que justement, chaque cas est nouveau. Donc, il n'y a pas d'accumulation d'expérience dans une analyse. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence la pratique peut être parfaitement plus disponible qu'un vieux analyste suffisant qui fait part, justement, qui se rempart derrière l'expérience qu'il a. Lacan, il ne parle jamais comme ça, il ne dit jamais qu'il est expérimenté. Il s'en plaint même. Hein. Il dit à un moment donné, j'ai peut-être un peu trop de bouteilles. Parce que c'est la pente à appuyer sur les boutons. Hein. Tout à fait. Ok. J'ai souvent des problèmes d'audition et hélas aussi d'entendement, c'est-à-dire de compréhension. Et tout à l'heure, je n'ai pas su si j'entendais mal quelque chose que vous étiez en train de dire. Il m'a semblé que vous disiez que Freud avait fait une erreur en rédigeant
des 5 psychanalyses, semble-t-il que l'erreur consistait à parler de sa pratique analytique. Et vous avez, j'ai peut-être mal compris, hein, vous avez semblé dire qu'un analyste faisait une erreur en se référant, enfin en parlant de sa propre pratique analytique. Peut-être que je l'ai mal dit ça. J'ai essayé de dire que la clinique, elle est irréfutable. Quelqu'un vous dit, voilà, j'ai repris un patient, j'ai fait ça. Ben oui, ben c'est vous l'avez fait, voilà, c'est vrai que vous l'avez fait. Quelles sont les conséquences, hein? Quelles sont les conséquences? Comment vous suivez ça? Mais on ne peut pas lui dire, il ne fallait pas le faire, parce que souvent, maintenant, ça se dit aux gens. Ah, t'aurais pas dû faire ça. Hein, les fameuses supervisions qu'on fait à droite à gauche, t'aurais pas dû le faire. Mais si, il l'a fait, donc c'est fait, c'est fait. Alors, j'ai pas dit que Freud avait fait une erreur, j'ai dit que Freud s'est aperçu, quand il a rédigé ses cas cliniques, qu'il s'était trompé. Il s'est trompé avec Dora, il s'est trompé avec l'homme au loup, quand il lui a dit « Ah, si dans 6 mois vous ne m'avez pas craché le morceau, dehors », et c'est ce qu'il a fait. Il s'est trompé avec la jeune homosexuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit « Allez, celle-ci, c'est une vraie perverse, donc elle est incurable, il la fout dehors. Hein » Dora, il se plante au niveau de l'interprétation qu'il fait en désignant Monsieur K comme étant l'homme qu'elle aime, alors qu'il fallait passer par l'étape de reconnaître son identification à Madame K. Madame K devait être précieuse à Monsieur K pour que Dora puisse faire le pas suivant, peut-être d'être tombée à... Voilà, c'est ça les erreurs. J'ai constaté, pour le petit Hans, c'est pareil, quand il reçoit le petit Hans, moi je me tête, c'est pas du tout que le père du petit Hans a été l'analyste du petit Hans. Moi je pense que c'est Freud, seulement Freud l'a reçu 2 fois. La première fois, il reçoit le petit Hans, et bille en tête, et ça c'est très... bille en tête, il lui dit, moi j'ai connu un petit garçon, je savais qu'un jour, un petit garçon lettré, qui aimerait trop sa mère, et qui aurait peur de son père. Alors le petit Hans, sidéré, il sort de là, il dit, mais il parle au bon Dieu celui-là pour savoir des trucs comme ça. N'empêche qu'il a repéré un truc, il a repéré quelque chose, et quand il raconte, ça déclenche bien sûr chez lui la mobilisation de sa phobie, c'est-à-dire il fait bouger la phobie, et quand il raconte ses histoires à son père, alors Freud a dit au père, vous prenez des notes et tout, alors le père il dit, ah mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Écris papa et le professeur comprendra. Donc le lien de transfert se fait avec Freud. L'erreur de Freud, c'est qu'au moment où il y a l'histoire du plombier, voilà, c'est l'histoire du plombier, qui vient, qui lui a enlevé le robinet, et Freud se précipite, il t'en a mis un plus gros. Alors qu'il aurait fallu qu'il laisse, il lui a donné trop de signifiant, et donc le petit Hans est resté en panne là-dessus. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, Lacan pointe que ça a marqué la suite de sa vie. Donc, mais Freud s'est aperçu de ces choses-là, parce que quand il a revu le petit Hans, je crois 15 ou 16 ans après, il trouvait étonnant qu'il ne se rappelle plus de rien. Alors qu'en principe, une cure ne renvoie pas dans l'oubli. Les cures analytiques qui vont jusqu'à leur terme, au contraire, c'est inoubliable une cure. Il avait 5 ans, c'est parti pour le refoulement infantile. Oui, alors c'est tout le problème de ces cures interrompues en cours de route. C'est comme quand on tisse un tapis, et si jamais on ne fait pas les nœuds à la fin, ça se défait. Alors, on a des gens qui font des tranches, comme ils disent. Ben non, on n'est pas des saucissons. Hein. Si vous allez voir un nouvel analyste, eh ben, il va falloir refaire le circuit du désir de l'analyste, puisque ce qui conduit la cure, c'est aussi ce fameux désir de l'analyste. C'est une grande question, hein. Ça ne veut pas dire que c'est résolu, ça. Hein. C'est là-dessus que tous les groupes analytiques s'écharpent, hein, tout le temps. Qu'est-ce que c'est que le désir d'analyste? Voilà, c'est ça le truc. C'est la question que j'allais vous poser après. Voilà. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui assure, comme on dit, la direction de la cure, de ce côté-là. Vous en passez quand même par le désir de l'analyste. Hein? Ça a un sens dans votre esprit à vous, la direction de la cure? Ben oui, ça a un sens. Ça existe? C'est une orientation, voilà. Faut pas, c'est toujours les... On ne diagnostique pas, disiez-vous tout à l'heure. On ne pose pas de diagnostic. Attendez, moi j'ai pas dit ça, j'ai dit il y a des gens qui le font. Moi je dis qu'il vaut mieux pas le faire parce que c'est foutu d'avance. Parce que des fois, par exemple, l'homme au loup, vous savez que c'est le paillasson de la psychanalyse. Il a été le fétichiste, il a fait une névrose infantile, il a fait
une névrose obsessionnelle, il a été paranoïaque, et très régulièrement, plein de textes où on ressort Lomodou, avec son fameux dessin, il est passé par tous les diagnostics possibles et imaginables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des diagnostics, des fois vous les faites seulement au bout de 3 ans. Des fois il vous faut 3-4 ans pour repérer qu'au fond, celui qui est sur votre divan, en fait, il est psychotique, par exemple. Lacan, il dit, mais il n'y a pas de problème, on prend des psychotiques en analyse, parce que ça se guérit, la psychose, bien sûr. Tout le monde pense que ça ne se guérit pas. Il y a beaucoup d'analystes qui font des diagnostics pour se remparder. Alors, les pervers, à la porte, je ne sais pas ce que c'est que la perversion, parce que c'est très marrant la perversion, c'est des gens très gentils, les vrais pervers. Et puis, les psychotiques non plus, parce qu'on va s'emmerder. Quant au paranoïaque, alors là, si vous prenez un paranoïaque, surtout pas, hein, voilà. C'est souvent comme ça qu'on fait des diagnostics. Hein? Donc, ça fixe, ça vous fixe. Il faut prendre les choses. Bon, moi je peux vous dire une anecdote. Je commençais des contrôles, puis à un moment donné, j'arrive chez Lacan, parce que j'ai un contrôle, donc en général, je racontais un peu ce que j'avais fait avec un patient. Et puis, je suis arrivé avec un schéma L. Moi, j'étais très content, j'avais fait un schéma L. Alors je m'installe pour parler de la patiente. Il se pose, il regarde mon truc. Quand il voit le schéma L, il prend la feuille, il la déchire. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais parlé de nosographie avec lui. Le contrôle, c'est qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous lui avez dit, quelles sont les choses qui sont venues après, et c'est ça le contrôle. Ce qu'on appelle le contrôle, c'est un mauvais terme. Ce n'est pas une entreprise de maîtrise. C'est une façon de... Il faut suivre le discours, quoi. Le discours, il s'élabore entre deux, hein. Lien social. Donc il dépend aussi du moment de la cure et donc du désir de l'analyste. Est-ce que par rapport au fait, cette histoire du diagnostic et du fait qu'il y a un certain nombre de, on a appelé ça des thérapeutes. Un peu plus fort? Oui, oui. Je disais beaucoup la question du diagnostic et du fait que des thérapeutes tiennent compte de ça, notamment parce que les patients se présentent, comme vous en avez parlé, se présentent comme ça, un certain nombre de patients, souvent quand ils ont été dans des institutions en amont, bien évidemment, parce que je pense à la question du désir de l'analyste et du fait que le désir de l'analyste, est-ce qu'il ne réside pas dans le fait qu'il ne sait pas peu de choses, comme vous l'avez mentionné, par rapport à la question du reste, dans le sens où en fait, il ne peut s'intéresser en définitive à ce qu'il ne connaît pas. Et donc c'est rassurant de passer ça sous silence en tenant compte d'un diagnostic qui serait une espèce de voie toute tracée. Mais c'est pas par hasard que Lacan, ce qu'on appelle les psychothérapeutes, maintenant ils essayent de glisser du côté de l'analyse, c'est pas facile. C'est pas par hasard que Lacan, à l'époque, parlait de la psychothérapie. On collabore, on répond à la demande sociale. La psychothérapie dite comme ça brutalement, qui relèvent de la psychologie, ce sont des discours normatifs. Donc il est normal que quand on reçoit comme ça, eh ben, on travaille, on répond à la demande sociale. Hein. L'enfant est épinglé d'une certaine façon, les gens aussi, oui, vous êtes obsessionnel, ben, le comportementaliste, il va faire la prescription pour les toc-toc, comme on dit, l'hystérique bien sûr, l'alcoolique, on va le mettre dans une clinique pour l'empêcher de boire, et donc on va le rendre... Quoi, tout ça. Dans l'analyse, je ne veux pas dire qu'il faut négliger ça, mais c'est pas premier, c'est tout, c'est pas premier. Hein. Il faut pas se diriger à partir de ces critères-là. Il faut se diriger dans le discours de ce qui se dit, dans ce qui se dit. En tout cas, si on se fixe sur ces discours-là, on est sûr que le patient ne parlera jamais, je crois. En tout cas, il parlera conformément à ce qu'on lui demande. Donc il dit, bah oui. Vous savez, maintenant, ils vont voir ils prennent Internet, ils regardent. Hein, des épingles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont épinglés schizophrènes maintenant. Ils vont sur Internet et puis quand ils viennent nous voir, ils sont schizophrènes. Alors vous comprenez, moi je suis divisé, voilà. Le matin je suis comme ça, le soir je suis comme ça. La dépersonnalisation, c'est pas un signe de psychose. Tout le monde a des périodes de dépersonnalisation. C'est pas de la psychose. Justement, je pense à un patient psychotique que je reçois aussi dans le CMP dans lequel je travaille et qui, pendant les premiers entretiens, me disait que il ne pouvait pas parler, il ne savait pas communiquer. Il ne peut pas parler aujourd'hui, ça lui est tout à fait impossible. Et au cours des entretiens, il me dit qu'il se rend compte
il se rend compte que dans les entretiens, on peut parler. Donc c'est en ça que je vous disais que si on identifie le patient à un diagnostic, on est sûr qu'il ne parlera jamais. C'est pas forcément explicite le diagnostic. Moi je parle du thérapeute qui fonctionne avec ça dans sa tête. Il n'est pas forcément obligé de le dire. La pratique en institution, le problème c'est qu'effectivement, vous recevez quelqu'un, vous avez des références, soit vous êtes analyste, soit vous êtes en cours d'analyse. Lacan il disait faites attention parce qu'il ne faut pas commencer trop tôt à faire des thérapies quand on est en analyse parce que ça fait barrage à sa propre analyse. C'est-à-dire que vous le payez de votre analyse. Vous y mettez de votre analyse et vous vous bloquez. Ça, c'est l'analysant qui paye le prix des thérapies dans les institutions, souvent. Il y a beaucoup de gens qui ça arrive. Hein. Alors, le problème, c'est que dans l'institution, forcément, vous pouvez amener à quelqu'un sur le terrain, sur le terrain de constituer un symptôme analytique, donc avec un transfert, mais est-ce que vous pouvez lui garantir que vous serez toujours dans l'institution pour continuer le travail avec lui ? Vous savez, les gens, ils commencent des thérapies d'enfants, et puis on les fout dehors pour des raisons X ou Y. C'est quand même des saloperies qu'on fait aux enfants qui viennent le voir. Ça arrive tout le temps, ça. Dans les institutions, c'est comme ça. Hein. Ou un beau matin, le directeur de l'institution a changé. Moi, j'ai vu ça dans des hôpitaux. J'ai vu ça à Créteil, dans le service où j'étais autrefois, qui était le service de Bourguignon à Albert-Chenevier. C'était après mai 68, on était tous dans des références analytiques. À l'époque, d'ailleurs, tous les internes, tout le monde était en analyse. Hein, c'était ça. Donc, on avait une marge de manœuvre considérable avec les patients. Donc, il y a des patients qui étaient là et ça fonctionnait très bien. Des gens qui vivaient dans cette institution et qui faisaient un travail avec nous. Le jour où le service a été pris en charge par une comportementaliste pure et dure, je ne vais pas donner son nom, c'est pas important, ben, elle a pris sa grille, elle a dit, ah ben celui-là, ah ben oui, ben alors c'est un schizophrène, ça fait 15 jours qu'il est à l'hôpital, ou 3 mois, on le fout dehors. Il y en a qui sont morts de faim dans la rue, hein, pour ça. Donc, quand vous êtes thérapeute dans une institution, quand on vous a engagé comme thérapeute, vous allez engager quelqu'un, un enfant ou une famille, il va y avoir des effets transférentiels. Est-ce que vous pouvez leur garantir que ça va continuer? Parce que vous allez partir, on va lui donner un nouveau thérapeute, et un nouveau. C'est un gros problème, ça. Hein. C'est un gros problème. Un gros problème. Oui. Oui, ah, bien sûr, bien sûr. Oui, et vous avez dit que la psychose s'est guérie. Donc, bon, c'est une affirmation assez originale et forte. Non, moi c'est pour moi qui préciser un petit peu. Moi je ne l'ai pas dit, mais moi je le dis, je le pense, et je le crois, et je l'ai vu. C'est Lacan qui dit ça. D'ailleurs, je mettrai ce texte de Lacan qui était inconnu. Il le dit explicitement dans un entretien où on lui pose des questions là-dessus. Il l'a déjà dit dans l'ouverture de la section clinique, parce qu'on lui demandait, mais alors le psychotique, est-ce qu'il y a l'objet petit a, est-ce qu'il y a le fantasme? Il dit, ben oui, et mais il est sujet, il y a le fantasme, il y a l'objet petit a, et donc c'est tout à fait, oui, ça se guérit la psycho, oui, ça se guérit. D'ailleurs, Joyce, il n'est pas devenu fou parce qu'il a trouvé un moyen de guérir. Il a trouvé un mode de suppléance en écrivant. C'est une voie d'indication. Hein. Ce n'est plus comme l'époque de la suppléance pour la psychose qu'on essaye comme ça de mettre en place, mais depuis les références de Lacan à la structure borroméenne, il y a des suppléances que des sujets trouvent dans la vie. Par exemple, ils écrivent, ils font du ski nautique, je ne sais pas, ils font des tas d'activités qui les tient, et que ça peut faire lien social. Hein. Ou ils sont champions olympiques. Je ne sais rien, moi. Ils trouvent des moyens de ne pas sombrer. Ça, c'est des grandes questions. Hein. Ça veut dire que je ne peux pas la résoudre comme ça. Oui, ça se guérit. Ça se guérit. Et Lacan, il va très loin. Il dit qu'il est normal d'être névrosé, c'est normal d'être psychotique, et c'est normal d'être pervers. Le sujet, dans chaque cas, il est normal par rapport à la structure de langage incorporé. Il n'est pas dans la même position quand il est pervers, quand il est psychotique, quand il est névrosé. Alors c'est toujours le même truc. La structure, comme on en parle, c'est la structure de langage incorporel. Et il n'y a pas de structure, on peut le dire, psychotique, névrotique et tout. Ce sont des positions subjectives différentes par rapport à la structure incorporelle.
Mais effectivement, on ne devient pas psychotique quand on ne l'est pas. Un névrosé, il a beau faire tous les efforts de sa vie il ne peut pas devenir un pervers. Et le malheureux pervers, il a beau faire tous les efforts qu'il veut, il ne sait pas jouir avec une femme. Bon, je dis rapidement comme ça. Voilà. Mais ça, c'est des trucs qui sont mis plus tardivement, mais c'est important de le dire. Voilà, j'avais une question. Je ne dirais pas, moi, que quelqu'un qui n'a pas fini son travail analytique, tout va redisparaître. Toute cette question, c'est la question, enfin, c'est une question compliquée, puisque c'est la question de la fin de l'analyse. J'ai l'impression que quand des gens ont arrêté un certain moment, et puis reviennent vous revoir 5-6 ans après, alors peut-être qu'ils savaient, qu'ils sentaient qu'ils pouvaient continuer à revenir voir cet analyste-là, mais je suis toujours étonnée, j'étais parfois inquiète en me disant mais comment j'ai travaillé il y a 10 ans, est-ce que je me suis peut-être pas située de telle manière que la personne a pu aller assez loin, ainsi de suite. Et puis j'ai de bonnes surprises en voyant les gens revenir, en trouvant qu'ils ont bien profité de ce qu'ils ont fait. Ils m'étonnent et je me dis, tiens, c'était peut-être pas si mal que ça ce que j'ai fait avec eux pour dire les choses. Très simplement, est-ce qu'on peut dire, tel que tout à l'heure j'ai entendu que vous le disiez, que tous ces frites retombent et voilà, il n'y a plus rien. Non, mais moi j'ai parlé des gens qui faisaient des tranches. Ben Parce que oui, quelqu'un qui mais- vient vous revoir, vous, 6 ans après, c'est qu'il y a toujours une accroche transférentielle et que pendant les 6 ans, il a fonctionné dans cette accroche transférentielle. Alors là, je suis d'accord. Là, Ça, ce point-là, je suis d'accord avec oui. ça. Donc ça, c'est possible. Oui, ça, c'est possible. Oui. Mais je parle de ceux qui ils font des tranches. Donc ils cherchent un analyste, ils ne trouvent pas d'analyste. Ils n'ont pas trouvé la Ils se paument complètement. Moi, je le pense comme ça, ils se paument. S'il vient vous revoir. Maintenant, s'il vient vous revoir, effectivement, ça pose la question de où est-ce qu'ils en étaient quand ils sont partis. Est-ce qu'ils peuvent arriver à retrouver. Parce que quand il y a des gens qui viennent me voir, qui ont fait des analyses, je leur demande le nom de leur analyse, ils ne s'en souviennent plus. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez arrêté? Ils ne savent plus, ils sont dans le brouillard le plus total, donc manifestement, il faut renouer quelque chose de nouveau. Ceux qui peuvent arriver à localiser ou à dire, voilà ce qui s'est passé, à un moment donné, il y a eu ça. En général, ce n'est pas parce que l'analyste se trompe, une fois ou deux ou même trois, que l'analyse se rompt, parce que c'est quand même un lien à deux, quand même, et que l'analysant, il est responsable aussi de son analyse. Hein. Oui. Hein. Oui. Bon, on peut se planter, on peut faire une connerie, mais c'est à l'analyse de payer le prix, c'est-à-dire de savoir faire avec l'erreur qu'il a faite. Donc, ça se récupère. Mais ceux qui partent et qui arrêtent tout, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? On ne sait pas. C'est pour ça que je le dis à ce moment-là, c'est quand même le signe de quelque chose d'un peu embêtant quand même, d'aller voir un nouvel analyse, de refaire le circuit. Lacan, il était assez opposé à ça, il n'aimait pas trop ces trucs-là. Hein. Il n'encourageait pas, il y avait des gens qui venaient le voir, ils disaient non, il faut continuer avec votre analyse. Et bien sûr, il y avait cette espèce d'attraction qu'il représentait dans l'époque, mais il n'encourageait pas les changements d'analyse. C'est très dur de reprendre une analyse, très dur. Parce qu'il va falloir reprendre tout, redéfaire, aller repérer les endroits. Alors, ça peut se faire, parce qu'effectivement, des sujets peuvent arriver à repérer des trucs, et puis voir où il y a eu des interprétations, qu'est-ce qui a été fait, mais c'est difficile. Hein. Ça, évidemment, est-ce qu'on peut pousser toutes les analyses jusqu'à un terme logique? C'est ça qui est difficile. La fin de la cure, c'est un terme logique, dit Lacan. C'est pas on est content. D'ailleurs, il le dit aux Américains, bah, écoutez, une cure, ça s'arrête. Quand vous allez bien, vous trouvez bien, vous arrêtez. Il disait ça aux Américains. Hein. Il n'allait pas leur dire, écoutez, vous allez venir à Paris faire vos passes. Hein. qui était une tentative d'élucider la chose. Hein. Oui, la logique. Vous savez, un terme logique. À un moment donné, ça peut s'arrêter. Dans la situation actuelle, on a des analysants qui ne veulent pas arrêter, Oui. mais qui sont mutés à l'autre bout de la planète, et que c'était une drôle de question de répondre, excusez-moi, à qui on va les adresser et quel nom on peut leur donner. Et ça, c'est un problème réel.
Donc il y a des demandes d'analyse à l'autre bout du monde. Est-ce que je peux continuer par téléphone? Ça pose des questions réelles. Alors, parce que moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Moi, j'ai eu des sollicitations comme ça, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Oui, mais l'analyse n'avait pas été commencée en présence. C'est des gens qui t'appelaient du bout du monde pour en commencer une par. Moi, j'ai pas cette pratique. Je pense que je saurais pas m'en débrouiller. Moi. Donc, je l'entreprends pas. J'ai eu des demandes comme ça. J'ai même eu quelqu'un qui vivait en Afrique et qui est venu me voir. Et, à l'occasion d'un séjour de vacances, il avait 3 mois devant lui, donc je l'ai reçu assez souvent. Et je pensais, compte tenu de ce qu'il disait, je pensais qu'il allait arrêter d'aller en Afrique, parce qu'il n'avait rien à foutre en Afrique. Puis à un moment donné, il est retourné. Il voulait continuer par Skype et tout. Je dis, moi je ne travaille pas avec Skype. Non mais il y a des gens qui le font. Il faudrait qu'on n'en a pas beaucoup de témoignages. Moi j'en ai pas l'expérience. Je pense que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas moi. Il y a la présence, c'est ça, la présence qu'on dit. La présence de l'analyste qui est aussi un inconvénient. Quand Freud parle de la présence de l'analyste, il dit que c'est un point de résistance. Quand ça bascule du côté de l'analyste, le discours de l'analysant, je sens votre présence, c'est pas du tout, ça fait un peu obstacle, mais il y a la présence quand même. Hein. Il y a une présence. Alors, je sais bien qu'il y a des demandes comme ça. Parce que les analyses, justement, même ayant connu... Enfin, je sais pas, moi, justement, je suis dans le questionnement, dans le sens, est-ce qu'on peut poursuivre une analyse par téléphone? Ça me semble... Moi aussi, j'ai eu des demandes comme vous, et jusqu'à présent, j'ai battu... Non, je peux pas, parce que... Est-ce qu'une analyse... Est-ce qu'on peut faire une analyse par téléphone? Ou même par mail. Il y a aussi des demandes, parfois... justement, je suis vraiment dans ce questionnement aussi. Moi bon, depuis que, bien sûr, moi c'est pas possible. Depuis que moi, ça fait quand même 2 ans, 3 ans que je suis sur Facebook, je reçois des mails où des gens me demandent diagnostic. Moi je réponds pas à ces trucs-là, je réponds pas parce qu'on voit bien qu'il y a une demande, qu'est-ce que je suis, on me raconte des choses en détail, je réponds pas et à la limite, je ne bouge pas sur ces trucs-là. Hein. Non, mais des gens que vous avez eu, voilà, des gens que vous avez eu en analyse, qui partent et qui veulent continuer une analyse, soit par téléphone, soit par mail. Non, moi je veux pas qu'ils partent. Je parle de gens. Je leur dis, vous partez pas, vous devez faire une analyse, vous restez. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah ça y est, je pars en Océanie, je pars à Tahiti et tout. Je dis, non, vous restez à Paris. Il y a du brouillard, il fait froid et tout, mais si vous voulez faire une analyse avec moi, il faut rester, quoi. S'ils choisissent autre chose. Justement, c'est parce qu'il y a des analystes qui prennent ça par téléphone. Ça m'a toujours semblé. Ça m'est arrivé, moi, une fois, effectivement, qu'une personne soit mutée. Ça faisait à peu près 3-4 ans qu'elle était en analyse, elle partait en province. Et il faut la faire venir. Comment? Il faut la faire venir une fois par mois et faire des séances. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait les séances par téléphone 2 fois par semaine, et dès qu'elle pouvait, elle venait, on se voyait. Et c'est une analyse qui allait à un certain terme. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Donc je réponds. Sinon, on dit salut, bye bye. Hein, tu vois, mais les gens, parfois, prennent, s'ils sont à l'autre bout de la France, ils prennent le train. Prennent le train, oui. Non, mais ça allait très loin, parce que après 80, il y avait, après la dissolution, il y a eu un raz-de-marée des latino-américains. Ils sont venus à Paris parce qu'ils ont compris que, par exemple, ils ne pouvaient pas travailler la France s'ils ne parlaient pas français. Donc ils sont venus à Paris pour apprendre le français. Ils ont commencé les analyses à Paris avec des Français. Et puis ensuite, certaines personnes leur ont dit, bon maintenant ça suffit, il faut retourner chez vous, monter des écoles, parce qu'on a besoin de s'étendre, on a besoin d'avoir des représentants de nos courants un peu partout dans le monde, et qui se sont mis à créer des écoles ailleurs. Moi je connaissais tout spécialement les Vénézuéliens, parce que je les voyais à Paris, pas en analyse, mais par amitié, pour des raisons personnelles. Et quand j'allais à Caracas, parce que j'y allais souvent, en vacances, ils venaient me demander des contrôles, d'abord. Alors, souvent, c'était des contrôles, comme je ne parlais pas bien l'espagnol, des fois j'arrivais à me débrouiller, mais des fois, soit je leur disais, est-ce que vous avez quelqu'un
proche qui peut faire la traduction. Donc on arrivait à faire un travail comme ça. Mais après, ces gens-là, ils m'avouaient que c'était l'angoisse terrible pour eux, parce qu'on les avait renvoyés dans leur pays. Ils se retrouvaient désignés comme analystes internationaux, puisque c'était des organisations internationales. Ils avaient des demandes, ils étaient vachement angoissés, ils ne s'en sortaient pas. Ils s'en sortaient pas. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, il y a... Ben maintenant, ça y est. Non, mais je parle de 80. Puis, maintenant... le Venezuela, moi je connais bien l'Argentine. Non, mais maintenant ça se fait, parce qu'ils sont formés. Mais quand même, alors on les faisait revenir tous les ans. Aussi bien se former que... Ben oui, maintenant, je parle de l'époque, je parle de la période 80. Je parle de cette période-là. Parce que on m'a contacté pour prendre un de ses patients qui est artiste et pianiste ici Oui, en mais France. maintenant... Mais l'analyse se fait en espagnol, puisque moi je suis couramment espagnol. Il comprend le français, mais l'analyse se fait en espagnol. Moi, ça m'arrive en général, je Pour la vois facilité. des gens même qui ne parlent pas bien le français, ils veulent faire une analyse avec moi et qui sont en France et qu'on travaille ensemble. Quand il y a des mots particuliers, je leur demande de me dire dans leur langue et de me traduire. Et brutalement, ce qu'ils disent, la traduction ne correspond pas du tout à la façon dont ils ont fait l'usage du mot en français. Donc, effectivement, il y a une possibilité de ce côté. On est dans la langue, hein, on n'est plus dans le sens. On est dans les signifiants. Je crois qu'un analysant doit parler dans sa langue, enfin, oui, doit faire son analyse dans sa langue maternelle. Oui, c'est impossible. Oui, c'est vrai que c'est difficile de faire une analyse quand on n'est pas dans sa langue maternelle, ça c'est sûr. Je pense. Mais même sur les concepts, l'unbewusst, Voilà. c'est intraduisible. La traduction d'inconscient est une imbécilité. C'est pour ça que Lacan préfère l'homophonie, une bévue. Voilà. Et il a mis du temps à le sortir, Oui, hein, absolument. en se plaignant du terme inconscient que Freud a utilisé, qui est un terme qui existe dans d'autres disciplines, et par conséquent, ça entraîne des confusions. On a des débats avec des gens qui me disent « mais c'est pas ça l'inconscient », parce que le nôtre n'a pas la même définition. Et c'est, par exemple, avec les latino-américains, à l'époque, il n'y avait pas de mot pour traduire la jouissance comme on en parlait à Paris, hein, enfin avec Lacan. Donc ils traduisaient ça par gosset, ils étaient très embêtés. Quant à Freud, lui, le terme de jouissance, il l'utilise très peu en allemand. C'est, comment ça s'appelle déjà, c'est le terme exact, je le connais mais je ne me souviens pas. Plaisir. Non, il a un autre terme, ça s'appelle, il l'utilise très rarement, parce que c'est pour vraiment ce que nous on parle, bon, je ne l'ai pas en tête, ça m'en reviendra, parce que j'ai fait un travail là-dessus justement. Donc il y a des termes intraduisibles. C'est Lust, non? Hein? Lust? Non, c'est pas Lust. Lust, c'est le plaisir. Et ça confond plaisir et... Non, c'est... L'autre. Hein? L'autre. Non, comment ça s'appelle ce terme? Bon, si j'avais mon petit truc, je pourrais le donner, mais je ne l'ai pas. La disquette avec le... Oui, la disquette, c'est dans la... Non, mais j'ai fait un travail là-dessus, parce que quand j'ai écrit mon bouquin sur les dimensions de la jouissance, j'ai étudié de très près ce que faisait Freud, parce qu'il en parle, et il en parle très peu, ça s'appelle... Qui parle allemand ici? Personne? Ça s'écrit pas G-E-N-U-2-S? Comment c'est? Genius. Genius. Voilà, Genius. C'est très rarement employé par Freud, et c'est vraiment le terme qu'il voudrait dire, mais ça a un accent plus fort, parce que Lacan, il fait des variations sur la jouissance. Il définit plusieurs types de jouissance, tandis que là, Freud, il utilise très rarement le terme de Genius, voilà, c'est ça. G-E-N-U-2-S. Oui, mais Genius, la difficulté, c'est pour ça qu'on ne le traduit pas, c'est que ça renvoie à quelque chose de collectif. Genison, Voilà. c'est les compagnons, et ça veut dire en fait bouffer ensemble, mais jusqu'à... C'est ça la jouissance. Mais oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. Boire et manger ensemble, c'est être des Genison, c'est d'être dans la Genus, dans la jouissance. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a un côté collectif dans le Genus. Et si vous êtes dans un public français en dehors de nos milieux, vous dites le mot jouissance, tout le monde va rigoler, parce que la jouissance telle qu'on en parle, c'est pas forcément... Nous, on ne sait pas ce que c'est que la jouissance sexuelle. Les gens pensent qu'ils savent ce que c'est. Or, justement, dans la psychanalyse, on a un mal fou à définir ce qu'est la jouissance sexuelle. C'est très compliqué de le définir. À la limite, on n'arrive pas à le définir. Alors, quand on va dire aux gens, en plus, en public, il n'y a pas de rapport sexuel, alors là, c'est l'explosion. Maintenant, tous les analystes lacaniens, il n'y a pas de rapport sexuel, on est tous d'accord, merci, au revoir, à bientôt. Alors que, quand Lacan a sorti ça la première fois, c'était 800 personnes pétrifiées d'horreur.
Il n'y a que les névrosés qui ont compris ce que ça voulait dire. Parce que les névrosés disent, ah mais c'est vrai, c'est bien peut-être pour ça que j'ai des difficultés avec la chose. Tandis que les analystes, il n'y a pas de rapport sexuel. Il y a plein de termes comme ça. Hein. On n'y peut rien. Donc, effectivement, Lacan, il ne sait pas. Avec Freud, il a gardé peut-être, il introduit dans ses écrits et ailleurs, peut-être 200 ou 300 termes qu'il ne traduit pas de Freud, qui sont devenus, donc pour lui, des signifiants universels du discours analytique et qui ne sont pas traduits. C'est pour ça qu'il est revenu sur Umbewusst et sur d'autres termes qui sont comme ça. Pour Lacan, c'est l'horreur hein, pour les gens qui ne sont pas français. Parce que tant que ça, non seulement c'est illisible, Lacan, c'est incompréhensible, que c'est calculé pour ça. Donc les pauvres qui ne sont pas français ont beaucoup de difficultés avec ce texte quand ils le traduisent. Et qu'est-ce qu'ils font, les Sud-Américains? Ils viennent apprendre le français. Moi, j'ai reçu récemment une Brésilienne qui est venue me voir à Paris parce qu'elle voulait que je lui parle en français des choses de Lacan. J'ai passé une journée entière, puis pendant une journée, elle m'a harcelé. Elle voulait que je parle, parce qu'elle voulait entendre les mots de Lacan. Donc ça, c'est des histoires de langue, ça, on n'y peut rien. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. C'est calculé pour ça. Lacan, La parole de Lacan, et c'est pas un calcul tordu, ah non, c'était sa façon à lui d'essayer, dans une espèce d'artifice, de faire passer quelque chose qui était ce qui lui venait à partir de sa pratique. Oui, moi, je parle de ses écrits, moi. J'ai dit qu'ils étaient illisibles. Pas à lire, comme il disait, pas à lire. Ses écrits. C'est calculé, justement, pour empêcher celui qui ne veut pas apprendre à lire